Luc Béril, bonjour. Nous te souhaitons la bienvenue sur le salon des comités d'entreprise, une nouvelle fois, très fidèle. On s'était rencontrés cet été où on avait parlé des rencontres qui ont été entre le gouvernement et les organisations syndicales. Et puis après, il y a eu ces rencontres pour sortir sur l'accord du 13 janvier. On a noté un changement de méthode. Est-ce que depuis qu'on s'est rencontrés au mois de juillet, la méthode est la même ou est-ce que ça a un peu évolué ? Non, la méthode est la même. Il y a eu au mois de juillet ce qu'on a appelé la grande conférence sociale, quelque chose d'assez inédit dans la pratique de la relation sociale en France. Et puis il y a eu un agenda social qui a été fixé. Et on est aujourd'hui dans l'exécution de cet agenda social avec différentes rencontres, différentes négociations qui sont en cours et d'autres qui vont avoir lieu. Et puis la dernière chose, c'est tout récent, ça a été confirmé par le président de la République lors des vœux qu'il a présentés. Cette méthode de la conférence sociale est continuée puisque une nouvelle conférence sociale sera convoquée au mois de juillet prochain de façon à faire le point sur l'avancée des travaux. Et ça, je crois que c'est important. Introduire le dialogue comme une méthode de la construction sociale en France et, si possible, l'introduire comme une méthode durable. En tout cas, nous, c'est ce que nous souhaitons au niveau de l'UNSA. Alors nous accueillons aussi aujourd'hui Camille Dorival d'Alternative Économique qui sera notre partenaire pour vous interroger. Camille, je crois que vous vouliez introduire la représentativité dans votre questionnement. Oui, alors Luc Berry, vous évoquiez tout à l'heure les négociations qui ont eu lieu récemment. Justement, votre syndicat n'a pas été associé à la négociation sur la sécurisation de l'emploi puisque vous n'êtes pas encore reconnu comme représentatif au niveau interprofessionnel en dépit d'un certain poids que vous pouvez avoir dans les différentes élections professionnelles. Les nouvelles règles de représentativité vont s'appliquer pleinement au niveau interprofessionnel d'ici quelques mois, au printemps 2013. Est-ce que vous avez bon espoir que l'UNSA soit reconnue comme représentative au niveau interprofessionnel ? Vous savez, nous nous rencontrons là en ce mois de février. C'est le hasard, mais le mois de février, c'est la date anniversaire de l'UNSA puisque nous allons fêter les 20 ans de l'UNSA. Donc 20 ans pour une organisation syndicale, c'est très jeune. Et pour notre organisation syndicale, qui était impactée par les règles de représentativité, elles viennent de changer, vous l'avez dit, mais on est encore sous l'ancienne règle, c'est-à-dire l'arrêté de 1966. L'UNSA, en fait, n'a la possibilité de se présenter librement aux élections des salariés des entreprises privées que depuis 4 ans. C'est-à-dire depuis la loi d'août 2008. Alors en 4 ans, on ne peut pas faire ce que d'autres organisations syndicales ont mis des décennies à construire. Donc ce rendez-vous de la représentativité, on en aura les premiers résultats. Le 29 mars, le ministère du Travail va donner les résultats de toutes les élections qui ont eu lieu dans un cycle de 4 ans dans les entreprises privées. Je pense que l'UNSA, en 4 ans seulement de liberté de se présenter, ne franchira sans doute pas les caps obligatoires de la loi pour la représentativité nationale interprofessionnelle. Mais par contre, et c'est notre objectif, nous allons décrocher très probablement un certain nombre de représentativités de branches professionnelles qui vont attester l'inscription de l'UNSA dans le paysage syndical et son très fort développement ces dernières années. On a créé de l'ordre de 2200 à 2300 sections syndicales ou syndicats dans des entreprises privées depuis août 2008. À notre niveau, c'est le signe d'un développement. Puis je rappelle qu'aux dernières élections pour les très petites entreprises, l'UNSA s'est classé 4e, ce qui est quand même un bon score pour nous au regard d'une organisation qui a peu de notoriété nationale aujourd'hui et qui a fait l'essentiel de sa campagne sur un travail purement militant de contact direct avec les salariés des petites entreprises. Si vous aviez pu participer aux négociations sur la sécurisation de l'emploi, est-ce que vous auriez signé l'accord qui a été signé par 3 organisations syndicales ? Alors moi je me méfie toujours, au niveau de l'UNSA, on a toujours essayé de garder une certaine humilité. Vous savez qu'on dit que les conseilleurs ne sont pas les payeurs, donc je ne donne pas de conseils comme ça de l'extérieur. Je sais qu'une négociation est difficile et comme vous l'avez rappelé, nous n'en étions pas. Cela étant, premier point, nous faisions partie de ceux qui souhaitions que la négociation aboutisse. Et au regard du contenu de cette négociation que nous avons suivi quand même de près, même si nous n'en étions pas des acteurs directs,
Il nous semble que l'accord auquel on a abouti est un accord équilibré et qui apporte un certain nombre de points favorables pour les salariés. Je pense notamment à des points très favorables en matière de nouveaux droits pour les salariés, des nouveaux droits sur la complémentaire santé, des nouveaux droits en matière d'assurance chômage, ce qu'on appelle les droits rechargeables à l'assurance chômage. Je pense aussi aux nouveaux droits en matière de formation. Ces nouveaux droits nous intéressent beaucoup parce qu'ils se rapprochent d'une vieille revendication que nous avons. Beaucoup d'organisations syndicales réfléchissent aussi en ce sens-là. C'est ce qu'on appelle, nous, la sécurisation des parcours professionnels. Ces nouveaux droits sont intéressants parce qu'ils sont détachés du contrat de travail. Or, nous savons, nous, qu'une des grosses difficultés que rencontrent les salariés aujourd'hui, et sans doute à l'avenir aussi, c'est que dans leur parcours professionnel, à partir du moment où leurs droits ne sont qu'attachés au contrat de travail, dès qu'ils perdent leur contrat de travail, soit parce qu'ils sont chômeurs, soit parce qu'ils ont des contrats de travail à durée limitée, ils se trouvent sans aucune protection. Et là, le fait d'aller dans une logique de droits qui soient transposables, donc attachés à la personne et pas simplement au contrat de travail, c'est véritablement une avancée que nous souhaitons, nous, pour essayer de sécuriser les parcours professionnels. On a bien compris ce que vous trouvez de positif à cet accord. S'il y avait quelque chose à critiquer dans l'accord, qu'est-ce que ça serait ? Écoutez, un accord, c'est un compromis. Donc la discussion se menait entre les organisations syndicales représentant les salariés d'un côté et les organisations patronales de l'autre. Et il y avait, parmi celles et ceux qui sont rentrés dans cette discussion, des intérêts qui n'étaient pas forcément identiques. Et donc il y a un compromis. Et dans un compromis, on lâche d'un côté, on lâche aussi de l'autre. Le patronat avait des objectifs en entrant dans cette discussion, comme les organisations syndicales avaient aussi leurs propres objectifs. Alors on sent bien qu'il y a d'un côté des avancées pour les salariés qui ont été consenties par les organisations patronales, j'en ai évoqué quelques-unes, mais on sent bien aussi que de l'autre côté, il y a des demandes patronales, et l'essentiel des demandes patronales portait surtout sur les dispositions législatives. Et par exemple, ce qui en montre la marque, c'est la question des raccourcis qui sont faits en matière de délai de recours juridique. Donc, c'est clair que de ce côté-là, on a des recours juridiques qui sont modifiés dans leur contenu et surtout dans leur durée. Ça correspond à une demande du patronat. Ce que je constate, moi, c'est que même si c'est moins favorable peut-être qu'avant en délai juridique, on conserve des délais juridiques qui nous semblent toujours possibles pour que les salariés réussissent à assurer leur défense. Vous savez, quand on a 5 ans de recours juridique, ce qui était la situation actuelle, et qu'on passe à 3 ans, on a perdu 2 ans. Mais enfin, en 3 ans, quand on veut mener une action juridique de défense des salariés, l'expérience nous le montre, on y arrive. Donc ça faisait partie du curseur, bien évidemment. On sent bien que c'est plutôt de ce côté-là que se sont passés les compromis faits au patronat, mais en même temps, dans l'ensemble, il nous semble que l'accord est équilibré, et surtout, il amène un certain nombre de nouveaux droits pour les salariés, et c'est ce qui nous intéresse, évidemment, au niveau de l'UNSA. Alors, vous n'étiez pas à la négociation. En revanche, j'espère que vous allez rencontrer le rapporteur Jean-Marc Germain pendant toutes ces consultations. Comment l'UNSA compte amener sa pierre à l'édifice de la construction de la loi ? D'abord, je pense que cet accord est intéressant parce qu'il montre quelque chose. C'est qu'il est peut-être possible en France d'avancer en matière de relations sociales par la négociation et par la discussion. Et pas simplement par le conflit. Culturellement en France, c'est sans doute une avancée. Je le dis parce qu'il y a 8 jours, j'étais à Madrid à une réunion de la Confédération européenne des syndicats, et quand on discute avec nos camarades des syndicalistes des autres pays, la négociation avec le patronat, avec les gouvernements selon des situations, fait partie d'une culture établie. Et on voit bien comment en France, on a beaucoup de mal, dans le camp patronal, parfois aussi dans le camp syndical d'ailleurs, à essayer d'avancer par la méthode de la négociation. Alors, nous avons rencontré Jean-Marc Germain, et puis on va le revoir à nouveau, ainsi que les différents parlementaires. Nous estimons qu'il est nécessaire que cet accord soit respecté dans ses équilibres par la loi qui va le traduire en particulier sur les dispositions du Code du travail qu'il va falloir modifier. Ça peut être une avancée de notre point de vue là aussi, de considérer que le législateur a en matière sociale à reconnaître une certaine autonomie aux partenaires sociaux. Il faut peut-être qu'on réussisse à comprendre qu'en France, qu'en matière économique et sociale sur un certain nombre de sujets, il y a de la production de normes, il y a de l'efficacité à ce que celles et ceux qui sont les acteurs de terrain
négocient et trouvent des compromis entre eux, et que le politique a intérêt en termes d'efficacité à respecter cette part de compétences qui relève de l'intervention des partenaires sociaux. Donc il y a beaucoup de choses à remplir dans cet accord. L'accord fixe des cadres généraux. Comment est-ce qu'on va le traduire concrètement dans la loi? Il y a une part, bien évidemment, qui revient, et très largement, au travail législatif. Mais je crois que c'est un des enjeux, justement, de ce qui va se passer sur la maturité de la France, le fait qu'on reconnaisse en France une place aux partenaires sociaux et une autonomie aux partenaires sociaux, non pas pour créer de la norme sociale absolue. Il y a toujours la notion d'intérêt général qui prévaut, et à ce niveau-là, c'est la souveraineté politique, mais qu'on reconnaisse cela et qu'à un moment donné, les politiques considèrent qu'ils ne savent pas mieux toujours que les syndicats ce qui est bon pour les salariés. Je crois que ça serait en tout cas la preuve d'une maturité politique. Eh bien, on va terminer sur ce point-là. Maturité politique, je pense que ça semble être la voie de la sagesse. Merci Luc de cette fidélité à Salon CE. Bon débat, puisque vous allez débattre maintenant avec Jean-Marc Germain, qui va peut-être pas tarder à arriver. Et puis à très bientôt, soit dans votre bureau, soit de nouveau sur le Salon des comités d'entreprise. Merci Jacques, ce sera avec plaisir.